Soit la neutralité de l'armée, la révolution par exemple iranienne à la dernière minute, les officiers sont restés dans leur caserne en observant ce qui se passe. Soit aussi ce que nous appelons la trahison de l'armée vis-à-vis du régime. Parce qu'on parle du système lui-même, mais parfois on nous disait trahison c'est vulgaire, ah non, l'armée égyptienne ou tunisienne n'a pas trahi. Dire trahison c'est fort, non, c'est parce qu'on parle du système. Donc là on a eu avec Ben Ali, les officiers se fraternisent avec la population, les manifestants, Gassri, vous êtes avec nous? Oui, on est avec vous. Des militaires qui disaient aux manifestants, ils se cachaient, ils se protégeaient derrière les militaires quand la police attaque. Ça s'est répété à Sfax aussi, partout. Donc c'était un feu vert clair et net de l'état-major tunisien, de l'armée tunisienne, qu'elle est avec la révolution. Parce que cette même armée a tiré sur les manifestants en 1978, janvier 1978, a tiré contre les manifestants en janvier 1984. Pourquoi aujourd'hui ils ne tirent pas? En 2008, voilà, Dave, c'est ça. Donc aujourd'hui, en Égypte, la même chose, l'armée égyptienne a tiré contre les manifestants en 1977, 17, 18, 19 janvier 1977, a tiré contre les manifestants en 1984, l'armée marocaine, l'armée algérienne, octobre 88, et d'ailleurs les morts, les victimes de la révolution ou la révolte de 78 au 84 sont plus nombreux que 2011, que 14 janvier 2011. Donc c'est pas ça qui a changé la donne. Ce qui a changé la donne, c'est que l'armée a lâché Ben Ali et des élites politiques au pouvoir ont lâché Ben Ali. C'est ça qui a changé la donne. Ouais. Maintenant, il faut savoir l'intervention étrangère. Parce que maintenant, je parle hier, on a parlé beaucoup du modèle tunisien. Mais puisque c'est ma cause, je dois regarder tous ces pays arabes là où il y a des interventions. L'intervention étrangère, en Tunisie ou en Égypte, en tout cas sûr et certain, l'ambassadeur américain a joué un rôle. On ne laisse pas un pays comme l'Égypte, surtout, sans contrôler. Oui, c'est Obama, pendant les manifestants, il a dit intégralement il faut que la démocratie règne en Égypte et les frères musulmans ont le devoir aussi de gouverner. Cependant, Moubarak était au pouvoir aussi. C'était sa déclaration. Les documents de Wikileaks parlaient de révolution dans le monde arabe, parlaient d'une collaboration avec les islamistes, les frères musulmans et l'administration américaine, que les islamistes sont prêts à respecter les lois de marché et les intérêts américains, sur les documents de Wikileaks. Al Jazeera, le Qatar, dans le Qatar, on a les deux plus grandes bases militaires américaines au Moyen-Orient. Même peut-être dans le monde, c'est Al-Hadid et Syrie au Qatar, et Al Jazeera aussi se trouve à côté, et Al-Qatar et Al Jazeera ont mis le paquet dans ces révolutions du monde arabe, et évidemment en faveur de la politique et la stratégie américaine, parce que je n'ai jamais pensé, je ne penserai jamais que le Qatar a sa propre stratégie dans ce monde. Ce sont des payeurs. Faire chuter Gaddafi, ça coûte 4 milliards de dollars. Le contre-diable américain n'est pas prêt dans cette crise mondiale à payer 4 milliards de dollars pour la Syrie. La même chose, faire chuter Bachar, ça coûte 10 milliards de dollars, parce que maintenant le contre-diable américain n'est pas prêt à payer cette somme. Si le Qatar, l'Arabie Saoudite est prête à payer, pourquoi pas? D'ailleurs, pour l'histoire, l'Arabie Saoudite a payé pour la CIA, pour ses opérations en Amérique latine, les Contras, pour financer les contre-révolutions en Nicaragua et en Amérique latine. La CIA a besoin des fonds, le contre-diable américain ne donne pas ses fonds. Hein? Alors, on cherche chez qui? Chez nos amis dictateurs arabes, où il n'y a pas de parlement. Les Saoudiens en pays, pour les opérations de la CIA en Amérique latine. C'est comme nous. Aujourd'hui, le Qatar et l'Arabie Saoudite payent aussi pour ces opérations, parce que nous, on n'a pas, on est dans une crise, et le contre-diable américain n'accepte pas d'ailleurs ça. Donc, c'est à ces dictatures de payer ces guerres. À Bahreïn, la révolution, ça ne marche pas. Il ne faut pas avoir une révolution. Mais jusqu'à nos jours, la population de Bahreïn, c'est entre 70 et 80% des chiites. Si 70 ou 80% de la population disait non au pouvoir, on ne va pas aider ce pouvoir militairement par des forces saoudiennes. Après, on se demande, il va où ce printemps arabe? Et la révolution saoudienne, on ne parle pas, c'est interdit. Je vous ai montré des images interdites.
Il ne faut pas savoir. Il ne faut pas que l'opinion publique occidentale ou autre sache qu'il y a des manifestations massives en Arabie Saoudite. Il y a une dictature totale. Mais on ne touche pas. C'est une manne pétrolière, ce sont des intérêts, on les protège pour nos intérêts. Or, on doit déclencher. On élimine Kadhafi, on essaie d'éliminer Bachar. Si on n'arrive pas, parce que les Chinois et les Russes sont encore pris, donc ils l'ont stoppé. La donne aujourd'hui, le printemps arabe est stagné, il y a une stagnation, c'est fini. Aujourd'hui, on cherche des solutions pacifiques en Syrie entre les grandes puissances, la Russie et les États-Unis d'Amérique. Pour la Tunisie, c'est un laboratoire, on va voir ça va donner quoi. Pour l'Égypte, moi je pense, je suis pour ceux qui pensent, et évidemment, nous on pourrait aussi commettre des... On pourrait ne pas être juste. Hein? On est des politologues, on n'est pas des scientifiques, 1 plus 1 égale 2. Hein? C'est une approche. Mais moi personnellement, je pense, et j'ai quelques arguments, que par exemple, c'est l'autonomie de l'armée égyptienne qui s'est manifestée. Les Américains n'ont pas voulu ce coup d'État. Ils ne veulent pas. Ils veulent que les frères musulmans exercent le pouvoir. Mais c'est l'autonomie de l'armée égyptienne, parce qu'elle gère environ 40% de l'économie, parce qu'elle a créé la République, c'est elle la légitimité historique, et ainsi de suite, qui s'est imposée. Donc ce sont les trois facteurs de la situation révolutionnaire. On va les élaborer après, peut-être plus profondément. Mais je reviens quand même aux facteurs lointains, les facteurs indirects, et surtout ce que j'appelle les dynamismes démographiques. Toujours quand il y a une explosion démographique, on a toujours un problème. Souvent, ça mène à des révolutions, des guerres civiles, à des conquêtes. Il y a des politologues qui disaient que l'expansion islamique, c'est le résultat et le fruit d'une explosion démographique à la péninsule arabique. Les croisades, ça n'a rien à voir ni avec le christianisme ou l'islam. C'est juste une explosion démographique en Occident. Donc on va envoyer ces jeunes quelque part ailleurs. Alors, dès qu'on a un problème d'explosion démographique, on aura une série de problèmes politiques. La meilleure solution, c'est évidemment les guerres ou les envoyer dehors. Dans la situation des pays arabes, oui, cette explosion démographique exprime d'autres indices. On a, par exemple, en Arabie Saoudite, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, 60 à 70% des jeunes. Or, ils sont marginalisés totalement du système politique, de décision, soit politique, soit économique, soit social. Le chômage très très élevé au sein de cette catégorie de la jeunesse. L'éducation accélérée en Tunisie a conduit à avoir beaucoup de chômeurs diplômés. Tout ça a conduit à une situation anormale, qui est le dynamisme démographique. Maintenant, le dynamisme économique, je pense, mon ami Sirsine a bien expliqué, mais ce qu'on vous a dit, c'est la déception de la classe moyenne, la déception de la classe pauvre, défavorisée. C'est accumulé, c'est accumulé, c'est acclimé, oui, c'est explosé, et c'est attendu. Personnellement, oui, j'ai quelques vidéos, donc j'ai quelques visions, je dirais, le monde arabe ne va pas continuer de cette façon. Il y aura des révolutions. Comment on va commencer par qui? J'ai toujours dit que l'Égypte, ce sera le premier. Pour être vraiment sincère avec moi-même, je n'ai pas pensé que c'est la Tunisie. Mais j'ai toujours pensé à l'Égypte. Donc le déclin de la classe moyenne, que la Tunisie est en train de vivre, ou l'Égypte c'est fini, c'est disparu la classe moyenne, ceux qui connaissent l'Égypte. Tout ça a conduit à cette accumulation aussi du dynamisme économique. Les facteurs lointains, évidemment le dynamisme culturel, intellectuel. On a des journalistes rebelles, on a de plus en plus des blogueurs rebelles, les nouvelles technologies, le Facebook, le Twitter au pays de Golfe arabe, le Facebook au Maghreb et en Égypte, les chaînes par satellite, même que ce soit Al Jazeera, une chaîne possédée par un dictateur, mais dès qu'on parle de l'opposition, les gens les regardaient. Donc il y a eu un nouveau dynamisme intellectuel, dynamisme médiatique, où pour la première fois, avec ce que j'appelle la révolution technologique des moyens de communication, les États ne contrôlent plus l'information. Parce que faites attention, les États contrôlent toujours les informations, que ce soit en Occident ou en Orient. Parfois la façon change, le degré change. Mais la vraie réalité, c'est que les États contrôlent l'information. C'est pour cela que les agences de presse sont souvent publiques, étatiques. Et tous les États, que ce soit en Occident ou en Orient, ont toujours leur chaîne publique.
et on fait attention aux chaînes privées et le contrôle. Actuellement, par exemple, à titre d'exemple, d'une expérience personnelle, les meilleures libertés d'expression dans le monde entier, je pense, sont en Tunisie. On ne trouve nulle part dans notre pays. Ni en Belgique, ni en Suisse, ni en France. Et j'ai mes arguments. Et en tout cas, j'ai mon expérience personnelle. Parce que là, en Tunisie, dans le plateau, les chaînes, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Bon, ça dépend de la chaîne, mais dans l'espace géographique de la Tunisie, on a 12 ou 15 chaînes. Vous pouvez critiquer le Qatar, l'Arabie Saoudite, Israël, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Iran, le wahhabisme. Il n'y a pas de raison d'État, par exemple. Moi, ce soir, je suis à la télévision belge, j'ouvre le dossier de Mohamed Ibn Ajm, le poète qatarien, ou le problème des manifestations en Arabie Saoudite. Le rédacteur en chef me dit, excusez-moi, vous savez, on a des rapports, parce que j'ai vécu cette expérience, mais pas avec la télévision belge, avec une autre télévision occidentale. Donc, on heurte des intérêts. En Tunisie, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas même la raison d'État pour les médias. Il n'y a pas. L'ambassadeur qatarien, je ne sais pas, il écrit ses rapports, le Saoudien la même chose, l'Américain la même chose, le Français la même chose. C'est un pays incontrôlable au plan médiatique. C'est cette liberté totale, mais bon, totale, mais il y a le financement, il y a le fric, exemple. Ça veut dire les limites de la censure, il y a des fric. C'est pour cela que je trouve bien en Tunisie, parce que Nada, par exemple, là, c'est chaîne de télévision. Nada se plaint tout le temps qu'elle est marginalisée à la télévision publique, etc. Mais elle a créé 6 ou 7 chaînes de télévision. Si le peuple tunisien ne veut pas regarder ces chaînes, ce n'est pas la faute du peuple tunisien. Elle ne peut pas se plaindre, parce que là, c'est pas pour une chaîne de télévision. On n'a jamais demandé d'où vient l'argent, comment on crée rapidement ces chaînes de télévision, ces journaux, etc., où on trouve le fric, parce que un journal, une chaîne de télévision, c'est avant tout une entreprise commerciale, il faut le fric. Donc, le dynamisme politique, c'est toujours dans les facteurs lointains, c'est aussi l'apparition de la radicalisation de l'opposition politique tunisienne. On a toujours une opposition légale, légitime, qui collabore avec Ben Ali, et une autre radicale. Et comme disait mon ami suisse Hans-Peter Ecclesi, il a une théorie, une belle théorie, la fermeture du système politique conduit à la radicalisation de l'opposition. Si le système politique ne négocie pas, l'opposition se radicalise au fur et à mesure. Autant qu'il se ferme, autant que l'opposition se radicalise. Et évidemment, certains partis politiques tunisiens qui ne sont pas légaux et légitimes ne veulent plus la négociation avec Ben Ali et ils ont prêché son départ. D'ailleurs, le 14 janvier, on trouve par exemple Hamal Hamem, il faut le dire, il était le seul politique, en tout cas chef politique, en prison. Il est tenu au ministère de l'Intérieur. Le 14 janvier, Hamal Hamem était en prison. 2011. 2011, bien sûr, moi je parle de la Révolution. Il était en prison. Donc, ce sont des nouvelles élites politiques qui ne sont pas classiques et qui veulent aujourd'hui la radicalisation, le départ du régime. Mais le régime est responsable de leur radicalisation parce qu'il n'a pas négocié, il ne s'est pas ouvert vis-à-vis de cette opposition. Et ça, c'est une règle générale. Hein. On ferme les portes, évidemment, on se radicalise. Le dynamisme social, évidemment, on a eu l'apparence des mouvements sociaux. La révolution tunisienne, tout d'abord, c'est la révolution des mouvements sociaux. Mais les mouvements sociaux n'ont pas de structure. Voilà, c'est pour cela, mon ami Dimes a dit qu'il n'y a pas une direction de la révolution tunisienne, parce que la direction de... Ça, c'est classique, je pense, la révolution classique. Khomeini qui dirige la révolution iranienne, Mao Tse-tung qui dirige la révolution chinoise, Lénine, Staline Trotsky dirige la révolution bolchevique. Aujourd'hui, les mouvements sociaux, depuis les événements de mai 1968, en France puis en Europe, ont joué un grand rôle. Parce que les partis classiques ne mobilisent plus la rue. Donc, cette rue a été récupérée par des mouvements sociaux, mais les mouvements sociaux viennent de la rue. C'est quoi un mouvement social à Sidi Bouzid? Par exemple, un jeune chômeur dans un quartier, dans un café, bistrot, il se radicalise et il dirige d'une manière naturelle ses copains vers un objectif. Ce n'est pas un parti politique, il n'a pas une structure, il n'a pas d'argent, il n'a pas de fric, mais il arrive à mobiliser. C'est ça un mouvement social. Ça sort de la société, il n'est pas structuré, il n'est pas légitime, rien du tout, mais il a une capacité de mobilisation énorme. Et ce sont les mouvements sociaux qui ont déclenché la révolution tunisienne. Un petit rappel aussi historique,
99% des martyrs et des blessés de la révolution tunisienne sont soit chômeurs, soit ouvriers. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de professeur universitaire, il n'y a pas des Tunisiens immigrés à l'étranger comme moi. Oui, c'est ça, c'est leur révolution. C'est pour cela que je dis mais c'est leur révolution. En tout cas, les noyaux durs, ceux qui ont suivi bien cette révolution. Aussi, techniquement, le noyau dur de la révolution tunisienne, à mon avis, au plan régional, c'était El Agassi. Parce qu'il y avait les événements de Daïf, la Tunisie ne s'est pas solidarisée avec Daïf, donc il y a eu l'événement de Sidi Bouzid. Et quand Mohamed Bouazizi a mis fin à sa vie, s'est suicidé à cause de l'économie de marché, parce qu'il n'a pas... Là, par exemple, Sidi Bouzid s'est solidarisé avec lui, parce qu'il y a un lien tribal. Or, avant lui, à Monastir, où il n'y a pas un lien tribal, un autre jeune qui a fait la même chose, mais personne n'en parle, parce que les gens de Monastir l'ont laissé tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce lien tribal qui existe à Sidi Bouzid. Ben Ali, en tant que fin technicien, c'est un technocrate d'ordre. Tout d'abord, il n'est ni philosophe, ni juriste, ni politologue. C'est un policier, technicien d'ordre, et très intelligent dans son métier. Il a dit qu'il ne faut jamais que la révolution quitte la sphère de Sidi Bouzid. Parce qu'on a étoffé celle de Daïf, parce que Daïf était seul. C'est resté seul. Donc Sidi Bouzid doit rester seul. Mais les jeunes de Tel el-Kasri, qui est notre lien tribal, on appelle ça fashiche, ont décidé autrement. C'est juste à côté, eux aussi, ils ont le ras-le-bol de cette classe moyenne et pauvre, et ils veulent se manifester. Donc, les premiers martyrs, et d'un coup, c'était un bras de fer entre Ben Ali et les fascistes. Utiliser même un terme tribal. Parce que c'était un moyen de mobilisation très fort. Et Ben Ali était plus dur avec cette région que toutes les autres régions. Vraiment, le nombre des martyrs et des blessés s'était concentré à Tel et El-Kasri. Pourquoi? Parce qu'ils se sont solidarisés avec Sidi Bouzid. Parce qu'après Tel El-Kasri, qu'est-ce qui va se passer? La révolution va être à l'échelle nationale. On va la voir de Bengueda de l'extrême sud jusqu'à Bizerte, l'extrême nord. Et ce qui s'est passé? Évidemment, avec ce noyau dur, j'ai parlé hier, je répète, il y a toujours le noyau dur de la révolution et le noyau dur du régime. Le noyau dur de la révolution, pour moi, c'est Tel el-Kasri. Au plan régional, évidemment, les chômeurs et les ouvriers au plan professionnel ou socio-professionnel. En même temps, ce noyau dur, il est en face d'un autre noyau dur qui est de régime. Au milieu, il y a les calculateurs. Il y a des gens sincères aussi, mais il y a beaucoup de calculateurs. Les calculateurs, ils pensent comme suit. Ou je gagne ou je perds. Est-ce que je gagne avec la révolution ou je perds avec la révolution? L'ambassadeur et le copain et l'ami personnel de Kadhafi à New York, à l'ONU, s'est abstenu 2 jours, il ne veut pas venir. Il a calculé, 3e jour, il dit moi, je rallie la révolution. Il n'était jamais révolutionnaire, évidemment, on est dans la position. La même chose, le roi de Kadhafi, son ministre des Affaires étrangères, et son patron des services secrets, Moussa Kous. Il a quitté, je suis malade, je vais voir la clinique en Tunisie, puis il prend l'avion vers le Qatar et Doha. Ce sont des calculateurs. Ah, Kadhafi, c'est fini. Il faut sortir ce bateau qui va couler. Donc, moi, je suis un calculateur rationnel, je cherche mes intérêts. Évidemment, ces calculateurs, à travers l'histoire, accélèrent la chute du régime. Ou font le contraire. Par exemple, les calculateurs au régime syrien, au début, il y a quelques-uns qui ont calculé que le régime va tomber rapidement. Maintenant, l'hémorragie des défections, des divisions des élites au pouvoir s'est arrêtée. Parce que les calculateurs ils ont dit non, ça ne va pas tomber. C'est pas ça notre intérêt, l'opposition. À part les calculateurs, évidemment, il y a des gens sincères. Donc, cette boule de neige du noyau dur tunisienne, après quelques jours, des calculateurs qui se rallient, et puis, évidemment, les GTT qui a joué un grand rôle, surtout le 12 janvier à Sfax, on avait de grandes manifestations, des dizaines de milliers de manifestations. Là, ça veut dire la classe moyenne, officiellement, la classe moyenne. Les GTT représentent la classe moyenne tunisienne, les salariés, la classe moyenne a pris position en faveur de la révolution. Rejoindre le noyau dur de ces défavorisés qui ont déclenché la révolution. Mais, dans cette situation révolutionnaire, évidemment, il y a l'armée tunisienne. C'est aussi sa révolution.
Là, ils ne l'aiment pas, ils m'ont dit vous êtes pro-militaire, militariste, mais non, si l'armée tunisienne a intérêt contre les manifestants dès le premier jour, il n'y aura pas de révolution. Mais en tout cas, la révolution à l'américaine, ça veut dire Ben Ali ne chute pas, et le clan de Ben Ali ne chute pas. La même chose avec l'armée égyptienne. Bon, est-ce que l'armée tunisienne et l'armée égyptienne sont liées quelque part avec une stratégie américaine ou libre? On pose des questions. J'étais à la tribune de Genève, avec un journal, comme c'est conférence. Je ne peux pas parfois parler directement, je lance des idées. Je dirais par exemple, je répète ce que j'ai dit, les officiers militaires qui ont fait leur académie militaire à Moscou sont restés loyaux vis-à-vis de leur chef d'État. Je parle des officiers libyens, des officiers syriens, ou même irakiens. Hein, mais les officiers qui ont fait leur académie militaire aux États-Unis d'Amérique ont lâché leur président. C'est une observation sociologique. Après, à vous de réfléchir. Donc, toujours, le rôle de l'armée, j'aimerais bien parler, puisque j'écris beaucoup sur les armées, de la sociologie de l'armée, c'est très important. Par exemple, l'armée tunisienne, c'est une armée nationale populaire, comme l'armée algérienne ou l'armée égyptienne, ça veut dire le service militaire est obligatoire. Donc, n'importe quel citoyen ou n'importe quelle famille a quelques-uns dans sa famille qui a passé par l'institution militaire. Et ça rapproche les institutions militaires de la population. Parce que finalement, c'est une armée populaire, nationale. Par exemple, en Arabie Saoudite, elle n'a pas une armée populaire nationale. C'est une armée mercenaire. Je suis à l'armée parce que j'ai un salaire, parce que je suis officier ou soldat. Je travaille à l'armée. Si je ne travaille pas à l'armée, jamais je dois passer par l'armée. Et sociologiquement aussi parlant, les révolutions arabes toujours ont peur, ou les monarques arabes ont toujours peur des militaires. Parce que l'armée égyptienne, quand le roi Farouk, des années 30, a élargi la base sociale de l'armée égyptienne en recrutant des officiers de la classe pauvre et moyenne, Nasser et ses officiers libres, il y a eu la révolution coup d'État militaire en 1952. Mais par exemple, le coup d'État 1952 en Égypte, c'était un coup d'État militaire, mais le résultat social, c'est très profond par rapport à la Tunisie ou l'Égypte, parce que Nasser a nationalisé, a dépossédé une classe des Bachas, a donné de l'argent, il a pris des terres des uns, les a donnés aux autres, etc., malgré que c'était un mouvement militaire. Mais l'essentiel pour nous, c'est que les monarchies arabes ont toujours eu une vigilance ou un méfie des armées, des officiers. Parce que chaque fois on élargit la base populaire de l'armée, l'armée intervient dans les affaires d'État. C'était ça la même chose pour Gaddafi en 1er septembre 1969, au Yémen 1962, en Irak 1958, la révolution contre le monarque irakien. Et par exemple, c'est pour cette raison l'Arabie Saoudite, qui a un PNB plus que 550 milliards de dollars par an, et pourrait avoir une armée la plus puissante au Moyen-Orient, mais ne veut pas. J'ai un article, j'ai des émissions de télévision, c'est une décision politique. On ne veut pas une armée puissante et forte. Parce qu'une armée puissante et forte, elle va se retourner un jour contre nous. C'est un contre-pouvoir vis-à-vis de la famille royale. Mais une armée républicaine, elle n'a pas la seule loyauté vis-à-vis de la famille royale. Une armée républicaine doit défendre la population. Ce n'est pas le clan de Ben Ali ou Leïla. Là, je pense que la situation en Tunisie a bien profité de ce concept de l'armée républicaine. Parce que l'armée royale, professionnelle, qui n'est pas une armée nationale et populaire, elle est souvent loyale qu'à la famille qui règne, pas à la population. Maintenant, on va parler de la sphère, si vous voulez, la plus délicate de mon exposé, parce que j'avance aussi prudemment, je ne veux pas être aventurier, c'est les interventions étrangères. Parce que vraiment, c'est facile de parler de la théorie de complot. Ça y est, il y a un complot mondial contre le monde arabe, etc. Non, sinon on n'est plus politologue, on n'est plus scientifique, on n'est plus crédible, etc. Mais on ne peut pas négliger aussi ces interventions. Les interventions ont, bien sûr, plusieurs visages, si vous voulez. Il y a l'intervention, par exemple, des médias, on a dit. Pourquoi les médias, par exemple, occidentaux, s'intéressent nuit et jour à la Syrie, mais pas
à ce qui se passe en Arabie Saoudite. Pourquoi Taoufik Boumediene, quand elle était contre Ben Ali, était totalement médiatisé en Occident, mais le poète qatarien, là, je suis le président du comité international, j'ai mes amis partout, dans les chaînes de télévision, les journaux, mais dès que je parle de l'affaire, mais vous savez, c'est pas si simple. Donc, on voit clairement et nettement que les médias, en tout cas, soit en Occident, soit, je n'aime pas trop parler de Jazira Arabique, parce que comme j'ai dit hier, sont des médias où le degré de la liberté d'expression est égal à zéro. Il n'y a rien. Jazira, c'est 0 degré d'expression. Pourquoi? Parce qu'à cause de la loi de la proximité. Qu'est-ce que ça veut dire, la loi de la proximité? En presse, ceux qui ont travaillé en presse, ils ont un rapport avec la presse. Ça veut dire, moi je suis à Liège, j'ai une télévision et radio à Liège, d'abord on doit s'intéresser à ce qui se passe à Liège. Après c'est à Bruxelles. Après c'est à Paris. C'est la loi de la proximité. Mais je ne peux pas négliger par exemple des tortures à Liège et un attentat à Liège. À Liège, je parle de ce qui se passe à Alger ou à Tunis ou au Sud-Afrique. C'est ça la loi de la proximité. Ces deux chaînes ne respectent pas du tout, et je souligne, du tout la loi de la proximité. Ce sont des chaînes d'apparence technologique à l'occidental. Peut-être Jazira a des moyens technologiques plus que la CNN, c'est sûr, plus que la télévision belge. Les moyens, les correspondants partout, les belles femmes, l'image, etc., les ingénieurs du son, les caméramans, tout est top, top, top. Mais le contenu sociologique, il y a eu un attentat à Qatar. Jazira n'a pas parlé de Qatar. La succession du père vers le fils. Voilà, la radio russe sont mes amis, ils m'ont fait une longue interview, il a fait le tour du monde en arabe, parce que c'est en arabe, et il m'a dit, mais comment tu as su que le prince va céder le pouvoir à son fils dans un mois? Je dis, oh, j'ai lu le Figaro. Bon, c'était le Figaro, parce qu'il y avait la fuite chez le Figaro, mais on ne parle pas. Et il y a aussi une complicité entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, parce qu'il y avait une guerre froide entre les deux. Et chaque jour, le Jazira nous parlait que ce qui se passe, la torture et l'oppression, l'Arabie Saoudite, la chaîne de Jazira parlait de ce qui se passe au Qatar, parlait par exemple d'une tribu, dont le poète Ben Ajmi a parlé, une tribu qatarienne, le cheikh a dit une déclaration anti-émir. Ah, vous avez dit ça? Alors toute la tribu, vous me donnez vos passeports. Je confisque vos passeports, vous n'êtes plus qatarien. Vous n'êtes plus qatarien, vous rendez les passeports. C'est ça qu'il a dit. Ouais. Vous dormez avec une nationalité, vous revenez son nationalité. Il a dit, le poète. Donc, il faut être sincère. Je défends toujours l'éthique scientifique de Max Weber. Ce n'est pas l'éthique de politique. Je ne suis pas politicien, je suis politologue, je dis que c'est l'éthique scientifique. Donc, il faut vraiment la défendre jusqu'au bout. Ça veut dire sont des dictatures totales et des chaînes qui n'ont aucun degré de liberté d'expression. Que la forme technologique, c'est vrai, ils ont beaucoup de fric et ils dominent, etc. Et vous, personnellement, j'ai refusé leurs invitations. Même je veux dire, la dernière, c'est même pas un mois et demi. Venez, on sait bien que vous ne voulez pas venir à Qatar, etc. On va faire le programme à Londres avec le Faisal Qasem. Voilà, comme d'habitude, d'avion première classe, 5 étoiles et $500 pour l'émission, etc. On est bien gâtés là. Mais je dis non, je ne viens pas. Parce que pour moi, j'ai dit à tout le monde, vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas crédible. Vous voulez jouer un petit peu. Parce que la différence entre le Jazira, l'Arabie et d'autres chaînes, c'est surtout le Jazira, là, parfois c'est tactique là. Allez, quelqu'un de l'opposition qui ne nous aime pas, mais on va l'inviter une fois, mais en même temps, on va crier tout le temps, comme ça, il n'arrive pas à passer le message. Mais bref, les dictatures ne peuvent pas engendrer des médias libres. C'est impossible. Il faut respecter la loi de la proximité. France 24, je suis souvent invité, la soirée des élections, j'ai critiqué les deux, François Hollande ou l'autre, ça passe, aucun problème. Donc il y a cette loi de la proximité. Mais vous ne parlez pas de ce qui se passe chez vous, et ça devient rose. C'est le paradis terrestre, le Qatar, quand on regarde Jazira. Quand on regarde l'Arabie, c'est le paradis terrestre, l'Arabie Saoudite. On oublie les 40 000, personne ne parle des 40 000 prisonniers de ces révolutions, de ces images interdites, des images taboues. Là, on est face à des dictatures qui ont de l'argent, qui manipulent, qui achètent, mais ils ne peuvent pas changer la donne. Alors, rapidement, maintenant, si c'est un sujet un peu sensible,
américano-qatarien avec les frères musulmans de s'installer au pouvoir ou d'installer l'islamisme au pouvoir? J'ai quelques éléments de réponse. Premièrement, il y a les documents de Wikileaks qui parlaient de ce projet. Parmi ces projets, par exemple, un document de Wikileaks qui disait que le directeur d'Al Jazeera, la chaîne possédée par l'émirat de Qatar, Waddah Khalfa, rencontre chaque matin l'officier de la CIA, de l'antenne CIA à Doha, afin de prendre les directives. C'est un document de Wikileaks. C'est sûr, Al Jazeera se trouve entre deux grandes bases militaires américaines à Doha. Elle n'a pas une autre politique étrangère quand même différente de ces deux bases militaires. Parmi les documents aussi, on a un document qui est enregistrement, qui est sur YouTube, je l'ai publié même sur ma chaîne de YouTube, discussion entre le patron du Mukhabarat des services secrets égyptiens, Omar Soleiman, et Gaddafi. Gaddafi apparemment il enregistre pour tout le monde. Oui, c'est... Alors il lui dit, Omar Soleiman, on est conscient que les Américains et les frères musulmans complotent contre nous, ils ne veulent plus aujourd'hui de nous, ils veulent que l'islamisme soit au pouvoir. On a là sur YouTube. Autre argument, le chef de la police de Dubaï, qui est un Émirati, Zahi Khalfa. J'ai la vidéo si je l'ai publiée, en plein public, dans une réunion, face à l'ambassadeur américain, réunion des chefs de la police arabe, il dit à l'ambassadeur américain, on connaît bien votre projet avec les frères musulmans, vous voulez amener les frères musulmans au pouvoir et nous éjecter. On est conscient. Et l'ambassadeur américain, évidemment, s'est fâché et quitte la salle. Ce sont des arguments tangibles. J'ai ces arguments dans mon ordinateur, celui que vous voyez, d'ailleurs je les diffuse tout le temps sur ma page Facebook, dans mes programmes de télévision, etc. Ces vidéos existent bel et bien et ils ne sont pas manipulés au truc. Donc, là, ça pose des questions, évidemment, pour conclure. Finalement, c'est quoi la démocratie ou le projet des mouvements islamistes, les frères musulmans, par exemple? Au plan économique, ils sont, je ne dis pas ultra-libéral, mais il n'y a aucun changement, de toute façon. Au contraire, en Tunisie, M. Dimas, il connaît beaucoup plus que moi, on n'a plus privatisé, on n'a plus libéralisé les prix qu'avec Ben Ali. D'un coup, les prix ont doublé. Le kilo de viande d'agneau, c'est symbolique, ça coûtait des dinars en 2010. Aujourd'hui, il est 23 dinars. 26. Oui, chacun c'est libre. Je dis bientôt 30, 40. Il n'y a pas de limite. Le chef de Nad al-Ranouchi, comme le chef de Frères musulmans en Égypte l'a dit, nous on est pour l'économie de marché, mais l'économie de marché, attention, c'est très important. Pas à l'Europe occidentale, c'est à l'américaine. Parce que vous savez, aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de welfare state. Il n'y a pas d'État pour évidence. Vous avez de fric que vous pouvez étudier dans l'université, vous n'avez pas de fric, vous n'étudiez pas. Vous avez de fric que vous pouvez être hospitalisé, vous n'avez pas de fric, vous pouvez crever devant l'hôpital, on s'en fout, c'est pas notre affaire là. Si vous trouvez une église ou une mosquée ou des, je sais pas, la bienfaisance, ça c'est une autre chose. D'ailleurs, les frères musulmans ont beaucoup utilisé la bienfaisance, surtout en Égypte. J'ai bien travaillé les frères musulmans en Égypte, c'est parce qu'ils remplaçaient toujours l'État-providence. Où l'État-providence, où l'État est présent, les frères musulmans sont là. Vous allez chez un docteur égyptien normal, vous payez 100 livres égyptiens. Vous allez chez un docteur des frères musulmans, vous payez un seul livre égyptien. C'est symbolique. Alors moi je vote pour les frères musulmans. Donc l'État est absent et évidemment ces mouvements qui occupent l'espace. Je m'excuse parce que j'étais passé là, je pense. Eh bien merci beaucoup. Merci pour cet exposé détaillé et foisonne d'informations, aussi bien pour la Tunisie que pour la région, où il y a eu d'autres mouvements sociaux, d'autres révolutions dont on n'a pas parlé. Donc je retiens à moi cette volonté un peu d'établir une typologie, d'abord une typologie des révolutions, avec un discours assez nuancé par rapport aux facteurs externes ou internes, donc endogènes, qui ont été à l'origine de ces révolutions, en insistant notamment sur un certain nombre de facteurs indirects, comme l'explosion démographique, la dynamique intellectuelle, la dynamique sociale, et l'importance des mouvements sociaux dans ce changement politique, cette révolution, la question de la radicalisation.
Alors, bien évidemment, il y a un certain nombre d'éléments spécifiques pour chaque pays, en regroupant notamment la Syrie et la Libye, que peut-être il y a un rapprochement à faire entre la Tunisie et l'Égypte, mais en mettant l'accent sur la différence par rapport au rôle des armées dans les deux pays. Donc, voilà. Je voudrais quand même faire une petite remarque par rapport à Al Jazeera. Donc, je partage tout à fait cette analyse. Et Al Jazeera n'a vraiment pas d'approche, disons, éthique et objective de la question de l'information par rapport notamment au pays où elle se trouve, Qatar. Mais je voudrais quand même dire que Al Jazeera, je crois qu'elle a joué un rôle important dans la formation de l'opinion publique arabe et de la rue arabe, bien avant la Révolution. Et que, qu'on soit critique, qu'on ne soit pas d'accord avec leur ligne éditoriale, je crois qu'à un certain moment en Tunisie, par exemple, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'était vraiment une référence et elle a joué un rôle important. Elle a joué aussi un rôle important, assez orienté, je dois dire, dans le développement des mouvements sociaux dans ces pays. En Tunisie, par exemple, elle a joué le rôle de relais important pour, notamment, qu'on parle, puisque le régime quand il y a eu le mouvement de Daïf dont on avait parlé, elle a cadenassé la situation et des gens à l'étranger étaient plus informés que les Tunisiens eux-mêmes. J'ajouterais que la ligne éditoriale de Al Jazeera a elle-même beaucoup changé, beaucoup évolué, en soutenant plutôt, des régimes ou des mouvements islamistes. Donc elle a joué aussi un rôle important en Irak. Donc voilà, je voulais juste faire cette remarque, non pas pour, c'est pour nuancer, pour peut-être apporter des éléments de réponse. Voilà. Je crois que sans plus tarder, il vaut mieux peut-être aussi laisser la parole à la salle et à vos questions. Donc je repère comme ça, Sid Ahmed, après fait sur. Sid Ahmed d'abord, enfin c'est pareil, mais pour un peu respecter. Oui, moi c'est. À un certain moment, vous avez parlé de Condoleezza Rice, mais à un certain moment, Condoleezza Rice était plutôt pour soutenir les salafistes. Il y a 5, 6 ans ou même, il y a eu un changement dans la politique américaine, subitement, et ils se sont retournés vers les frères musulmans. Est-ce que vous avez pu détecter cela dans les informations? Pour quelles raisons? Est-ce qu'ils ont trouvé que les salafistes n'ont pas assez de présence sur le terrain? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste une petite remarque. C'est juste une remarque, une question, mais sous forme de question, si vous pouvez répondre. Messieurs, juste dedans pour. Mardi, président. Président. Donc, sincèrement, moi, ce genre de discours me gêne énormément, pour la simple et unique raison que on est en train de parler stratégie politique, d'accord? Sachant que chaque pays a des intérêts, il doit les défendre. Les Américains, leur stratégie, il ne va pas défendre tes intérêts, il défend ses intérêts. L'Europe défend ses intérêts et pas tes intérêts. Je ne sais pas qu'est-ce que nous faisons, Arabes, ou je ne sais pas qui, qu'est-ce que nous faisons pour protéger et travailler nos propres intérêts, au lieu de se lamenter du matin jusqu'au soir, pour dire qu'ils nous ont fait, ils sont en train de nous faire, ils ont fait le Charles House Jadid, comme dans les Arabes et tout ça. Sincèrement, je suis un petit peu confus dans cette situation-là. Autre chose, on est en train de parler à un certain niveau, au niveau diplomatique, les États, les royaumes. On a des gouvernants que nous méritons, qu'on soit clair. Ils ne sont pas venus, ils ne sont pas des extraterrestres, ils sont venus du peuple. D'accord? Entre autres, ils ne sont pas élus, mais les Tunisiens, lorsqu'ils ont voulu changer les choses, ça a changé. D'accord? Donc, on a les gouvernants que nous méritons. Maintenant, quand on parle de diplomatie au niveau étatique, etc., que dit-on alors de nos intellectuels? Il faut placer un mot.
sur les intellectuels internes. Nos intellectuels, ils servent les intérêts de qui? Est-ce qu'on s'est posé cette question-là? Nos intellectuels, quel est leur rôle dans toute cette marmelade, dans toute cette... je pense que les intellectuels aujourd'hui arabes, ils poussent dans le sens où ils confirment la position des dictateurs d'aujourd'hui. Personne ne parle de l'Égypte aujourd'hui. C'est l'actualité aujourd'hui, mais on n'a pas entendu un mot sur ça. D'accord? Enfin, allez. Troisième, c'est Amara. Et après, on répond et on répondra à d'autres questions. Je voudrais revenir un petit peu sur les révolutions. Vous avez défini, vous avez donné des définitions plutôt pour les révolutions à peu près. La révolution égyptienne, cette étrange, comment vous appelez? Est-ce que c'est une révolution qui a été suivie par le renversement du régime du 3 juillet? Et alors, le rôle du voisin israélien, tout le monde dit un petit peu qu'il y a une pression d'Israël sur l'Égypte ou des intérêts énormes par rapport à Gaza et en Palestine. Et alors, ce qui se passe maintenant en Irak, est-ce que c'est une révolution ou suite à autre chose? Nous constatons pour l'instant ce qui se passe à Gaza, c'est vraiment quelque chose de dramatique. C'est suite aussi à ce renversement en Égypte. Et puis on avait dit que les Américains ont une complicité ou des intérêts communs avec les frères musulmans. Pourtant, les frères musulmans sont dans les prisons ou eux sont éliminés pratiquement physiquement. Voilà, quelques questionnements si vous voulez bien. D'accord, merci. Voilà. C'est bon? Oui. Alors, je commence par vous. Vous m'avez parlé d'Al Jazeera. Oui, je vous donne un exemple. J'ai une chaîne sur le YouTube. J'ai presque 10 millions de vues. Le sujet saoudien dans ma chaîne ne représente pas même 5%. Or, j'ai 50% qui viennent de l'Arabie Saoudite. Et mes téléphones, parce que j'ai un téléphone sur le site le Carabs, etc. Et mes téléphones, ils prennent un quart d'heure. Ils sont rares ceux qui parlent de cette façon d'Arabie Saoudite. Et tout ce que vous dites, on le connaît bien, nous. Mais le problème, on ne trouve pas des intellectuels qui disent ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Ben Ali qui a fermé tout le système. Évidemment, s'il y a un petit article dans Le Monde, on va le chercher, on va l'imprimer, on va le photocopier, etc. S'il y a la chaîne Jazeera, elle va parler de la Tunisie, elle appelle Monsieur Marzouki ou un opposant. Évidemment, tout le monde va y aller. Mais aussi, la même chaîne, après, quand on a vu comment elle manipule l'information, en Libye aussi, c'était manipuler l'information. Il y avait, d'ailleurs, personne ne peut imaginer ça. Les MiG de Gaddafi sont en train de bombarder les manifestants. À Ouin, à Fashlou, à Tripoli. Mais imaginez-vous, des manifestants à Gaddafi, à Bagdad, et les avions, les chasseurs MiG les bombardent. Mais c'est quoi ça? Je comprends des tireurs d'élite, je comprends avec des mitraillettes, même des bombes, des avions, mais c'est quoi des aviations qui bombardent les manifestants en Libye? La quantité des drapeaux de la monarchie libyenne ou de l'ancien drapeau syrien qu'on a trouvé sur le terrain, c'est quelque chose on pourrait dire que c'est quelque chose qui est préparé. D'un coup, ça déclenche maintenant des millions de drapeaux partout qui circulent. On a posé la question. Al Jazeera, ce n'est pas mon chiffre, des derniers sondages d'un institut britannique, d'ailleurs demandé par Al Jazeera, qui disait que leurs auditeurs a chuté de 43 millions par jour jusqu'à 6 millions. De 43 millions jusqu'à 6 millions. Aujourd'hui, dans les sondages, Al Jazeera en Tunisie n'a pas ni la première position, ni la deuxième, ni la troisième. C'est la presse tunisienne
qui attire les Tunisiens. C'est la presse tunisienne qui est crédible. Qu'elle soit à gauche ou à droite, qu'elle soit la presse de Nahda ou l'anti-Nahda. Sur ce point, on est d'accord. Ouais, voilà. Moi, je suis revenu sur il y a une dizaine d'années. Oui, absolument. Comment elle a joué un rôle dans la formation du mais bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, c'est explicable sociologiquement. Dès qu'on cherche une information qui n'est pas officielle, j'ai donné l'exemple de ma chaîne sur YouTube, je suis étonné personnellement. J'étais sur France 24, je dis qu'il y a possibilité d'une révolution en Arabie Saoudite. C'était par hasard parce que j'avais un autre programme, puis ils m'ont dit on continue. J'ai lancé ça dans ma chaîne YouTube, j'ai 350 000 vues, un record rapide dans un moment. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et après je me spécialise, et chaque fois je lance mes vidéos, mais tous les Saoudiens vont regarder ces vidéos parce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Parce que ces chaînes à l'Arabie ou Al Jazeera a fait un accord avec l'Arabie parce que tout le temps il y avait des attaques mutuelles. D'un coup, le prince de Qatar était en Arabie Saoudite, ils ont mangé ensemble un capsa, ils ont dit écoutez, on va arrêter tout. On arrête donc la guerre médiatique et même Al Jazeera a effacé ses archives. On n'efface pas les archives. Les archives qui critiquent l'Arabie Saoudite, on les a effacées. Allez sur le site de Jazeera, on ne peut rien trouver parce que c'est effacé. Pourquoi? Parce qu'il y a une réconciliation politique entre deux princes. Donc, je passe à la deuxième question, c'est d'Ahmed, c'est ça, Raïs. Les Raïs, les Américains ont soutenu les salafistes, puis les frères musulmans. L'histoire entre le salafisme et la Grande-Bretagne est connue. Je pense que n'importe quel chercheur pourrait trouver les archives. Oui. Les frères musulmans. La franche, la danse et tout ça, c'est pas Sophisme. Ah, le sophisme. Non, le sophisme. Non, c'est moi. Il faut. Écoutez, je vais vous expliquer. Il y a deux écoles différentes en Occident. Il y a l'école anglo-saxonne et en face il y a l'école française. L'école française qui s'intéresse au Maghreb, l'école anglo-saxonne qui se focalise sur les pays de Golfe et l'Égypte et les Moyen-Orient. L'école anglo-saxonne a de très bons rapports avec tout ce qui est islamiste. D'ailleurs, quand vous posez une question par exemple à l'ambassadeur saoudien, il dit quel pays arabe qui pratique la charia islamique? Il dit c'est l'Arabie Saoudite, dès sa fondation. Dès sa création, c'est un pays qui coupe les mains de voleurs ou ceux qui volent un morceau de pain pour manger. Vous volez le trésor d'État, 50 milliards de dollars, etc. Ça, au contraire, les wahhabites disaient il faut l'obéissance vis-à-vis du monarque. Ta'at al-amir, il faut obéir le prince. Mais un petit jeune qui boit une bière, on l'attrape, on lui donne comme exemple de la rue, on a même les vidéos, on le fait pour 80 coups. Mais le roi lui-même, j'ai la vidéo, le roi lui-même d'Arabie Saoudite a bu un cognac avec George Bush, j'ai la vidéo avec la BBC. Mais c'est vrai, c'est caché, c'est assis comme ça doucement, mais le caméraman de la BBC ne l'a pas lâché. Donc c'est ça, il a dit, on applique. Bref, rapidement, les anglo-saxons n'ont pas un problème avec les islamistes ou l'islam, ou le wahhabisme, ou le salafisme, ou les frères musulmans. Tout d'abord, les Britanniques ont créé ces États. Si la Tunisie, c'est le fourmi de la résistance de Stour, l'Algérie, c'est le Hafalin de la résistance, même le roi de Maroc, c'est un résistant, Mohamed Khamis, c'était exoté, éloigné, etc. Non, ces États sont créés par le ministère des Affaires étrangères britannique, la branche orientale. Ce sont des archives, des papiers. Le roi de l'Arabie Saoudite touchait 5 000 livres sterling par mois. Ce sont des archives. Et c'est évidemment publié. Et la même chose pour le prince de Qatar. Tous sont salariés du ministère des Affaires étrangères britannique. Eux, ils représentent l'islam. Ils disent l'islam, le wahhabisme existe en deux pays officiellement, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Le sophisme c'est au Maghreb, mais aussi en Arabie Saoudite. Mecca, par exemple. Oui, bien sûr, Mecca, par exemple. Ceux qui ne savent pas, Mecca n'est pas wahhabite, n'est pas salafiste. Mecca, c'est soufi. Mecca, c'est du sophisme. Al-Hijaz, c'est du sunnite hanafi. Ça n'a rien à voir avec le wahhabisme. Le wahhabisme, c'est le Qatar, c'est une famille. Le wahhabisme. Et l'Arabie Saoudite, Al-Dar'iyya et Najd, une partie de Najd. Mais le reste de l'Arabie Saoudite ne sont pas wahhabites. Ils détestent le wahhabisme, ils sont anti-wahhabisme. Les wahhabites ont dit oui, l'architecture musulmane. Ils ont effacé de la carte
la maison de Khadija, de Aïcha, des compagnons de prophète, de le prophète, il n'y a rien. Maintenant, c'est des buildings. Ils veulent restructurer la Mecque avec des gratte-ciel. Imaginez-vous, on entre le Vatican, on casse tout, on élimine tout, et on fait des gratte-ciel, et des restaurants, et des hôtels de luxe de 5 étoiles, hein, pour 5 000 € pendant le Hajj par nuit. Mais c'est ça le web. Bref, le colonisateur britannique n'a jamais eu un problème. Et les Britanniques, ils ont une idée contre la France. Maintenant aussi, je veux être objectif. Les Français, ils viennent, entrent en Tunisie, ils disaient, je vais dans mon petit village, qui n'était rien du tout aux années 40, je vais construire un collège, un lycée, une école. 2 h du matin arabe, 2 heures de français l'après-midi. Mon père a profité de ce système. Ça veut dire la France dit, je veux construire des élites, pas francophones, laïcs, etc., pour construire un pays bien instauré. Les Britanniques, non, restez comme vous êtes. Vous savez que le roi de l'Arabie Saoudite, son niveau scolaire, c'est le 3e année primaire. 3e année primaire, parce que vous pouvez regarder une vidéo, je vous montre, après la pause, après la fin, vous allez voir. Et les princes, et les princes de cette région, les gouverneurs sont des analphabètes. Et il n'a pas résisté à ça. Hein. Et pourquoi je veux vous dire pourquoi. Parce que les Britanniques, les anglo-saxons sont comme ça. Ils réfléchissent de cette façon. On entre dans cette région, on cherche le pouvoir local. La théorie de local power. Le pouvoir local est entre le cheikh Zaïd bin Mohammed bin Fatih. C'est quoi le chef de la tribu? Oui. C'est quoi qui domine la tribu? D'accord. Alors, c'est quoi le roi? Et nous, on te soutient. On n'a pas besoin de former. Tu restes comme tu es. On ne change rien. On a besoin juste des puits de pétrole. Tu vas nous donner, voilà, tu vas nous donner combien de barils? Nous, on te donne des chameaux au début. Vous savez, un prince arabe, je ne peux pas dire ça, il refusait les chèques. Il refusait même l'argent, les banknotes, puis il refusait les chèques. Je ne vais pas dire le nom. Il dit, mais des millions de dollars, c'était les années 60. Il dit, écoutez, vous les Américains, vous vous moquez de moi, moi je vous donne mon pétrole, vous donnez un bout de papier contre mon pétrole, et le chèque, des millions de dollars. Je veux des lingots d'or, moi. Il a rempli son château, les pièces par des lingots, je vois que des lingots d'or. Ils ont fait un coup d'État contre les anglo-saxons. Donc les anglo-saxons, soyez comme vous êtes, on ne change rien la donne. Si les frères musulmans sont forts en Égypte, on traite avec les frères musulmans. C'est ça la contre-toi. Allez-y, nous on n'est pas laïcs. La laïcité c'est uniquement la France et l'État de la République de Genève et l'État de Neuchâtel. Je parle dans l'Occident, je ne considère pas la Turquie comme un pays occidental. Donc je ne pense pas que la Belgique est un État officiellement laïque dans la Constitution. C'est l'Église qui joue un rôle partout. Parce que nous, on a une confusion au Maghreb. On dit l'Occident laïque. Non, l'Occident n'est pas laïque. C'est la France, c'est Neuchâtel, un canton en Suisse, et la République et l'État de Genève. Affligé. Bref, les Américains ont récupéré, à mon avis, cette stratégie. Pourquoi on a des problèmes avec les islamistes? Déjà, les États, soi-disant islamistes officiellement, on était toujours en bon rapport avec eux. Avec les frères musulmans, avec les frères musulmans aussi, ils ont toujours un rapport. Hein. Les frères musulmans étaient avec les Américains contre l'Union soviétique et Nasser, l'ami de mon ami, c'est mon ami. Aussi au plan économique, il ne pose aucun problème, ni nationalisation, ni socialisme, ni rien du tout. Au plan aussi l'OTAN, je pense qu'ils sont bien intégrés l'OTAN, puisque la Turquie est un modèle pays actif au sein de l'OTAN. Donc il n'y a pas un problème. Pourquoi on est des ennemis? On n'est pas des ennemis. Et je pense que les Américains ont pesé en Tunisie ou en Égypte pour que les frères musulmans arrivent au pouvoir. C'est vrai, les Britanniques ont influencé dans cette direction, mais c'est ça le résultat, parce qu'il n'y a pas une contradiction finalement. Il n'y a pas une vraie contradiction structurelle au plan économique ou au plan stratégique. Alors, troisième question, c'est Abdelazar. Les intérêts pour les gouvernements, oui, les États évidemment. Pourquoi j'ai parlé des intérêts des États? Parce qu'il y a un discours qui règne, le discours intellectuel, les médias, toujours les valeurs, les libérateurs. Pendant l'invasion de l'Irak par les Américains, une télévision occidentale disait les libérateurs, les Américains viennent libérer le peuple irakien opprimé. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a une guerre de Vietnam en Irak. Ce qu'on ne dit pas, les Américains ils ont perdu 5000 officiers soldats et 50 000 blessés. Et avec une fortune évidemment des dégâts, c'est un petit Vietnam à l'Irakien. Ils ont perdu la guerre, ils ne veulent jamais maintenant occuper le terrain militairement.
C'est pour cela de ne pas intervenir que dans le bombardement extérieur, parce qu'ils savent que la facture, ce sera trop lourde, par expérience. Donc, évidemment, moi, ce que je dis toujours, c'est sensibiliser, en fait, parler des intérêts. Je n'aime pas parler des valeurs. Quand je regarde à une chaîne de télévision, à n'importe quelle chaîne de télévision, quand elle parle des valeurs État et valeurs, ça me gêne. Parce que pour moi, État, c'est intérêt, des intérêts. Pas plus. On ne mobilise pas les flottes et les avions et les bombardiers P-52 pour la démocratie ou la liberté. Si vous voulez la démocratie et la liberté, je l'ai dit une fois à l'ambassadeur américain en Suisse, on était dans un colloque, réunion, j'ai dit, écoutez, si vous voulez sincèrement la liberté et la démocratie dans le monde arabe, commencez par les pays colonisés par vos bases militaires. Commencez par le Qatar, vous êtes présent au Qatar, fortement présent militairement au Qatar. Commencez par l'Arabie Saoudite, par le Bahreïn. Pinochet, il a été traqué par qui? C'est évident. Bon, je veux dire, on a besoin toujours d'une approche éthique, parce que je dirais toujours l'université, c'est le bastion de l'éthique. Un discours universitaire, ce n'est pas un discours journalistique. C'est le bastion du comportement éthique. Ça me rappelle toujours Max Weber, l'éthique du savant et l'éthique des politiques, qui est une éthique de manipulation. Alors, les intellectuels, évidemment, moi je pense personnellement la majorité des intellectuels arabes sont corrompus, sont achetés. Puisque c'est le prince de Qatar qui les invite pour propager la démocratie à sa façon, ils acceptent les hôtels 5 étoiles, de luxe, et les billets première classe, etc. Il y a l'argent de poche dans le passeport, etc. Il rentre chez lui pour parler de la démocratie qatarienne. Oui, la majorité, malheureusement, des intellectuels arabes sont corrompus, achetés. C'est pas parce qu'ils sont des arabes, il ne faut pas tomber dans le racisme, hein, les amis belges nous écoutent. Non, parce qu'il y a aussi, parce que j'ai parlé avec un ami, par exemple, le Suisse, douanier suisse. Je lui ai dit, la corruption en Égypte, par exemple, elle est systématique. En Tunisie aussi, il m'a dit la même chose, moi, je fais. Parce que, par exemple, un policier égyptien, il gagne 400 livres égyptiens. Or, pour payer ses factures, il a 2 enfants, une femme, les loyers, les transports, c'est le nécessaire, on ne parle pas de luxe. Il doit payer au minimum 2500 livres par mois. Au minimum, 2500 livres pour survivre. Or, son salaire officiel, c'est 200 livres. Il va faire quoi? Trouver une solution miraculeuse à ce monsieur. La corruption devient un mode de vie, il devient un système. Ce n'est plus une exception. Voilà, ça devient un système, c'est tout. Il n'y a pas de... Après la Révolution, on dit en Tunisie, la corruption a augmenté. Mais on a l'analyse de sociologie. Pourquoi la corruption a augmenté en Tunisie? C'est normal, parce que les prix ont augmenté, les salaires n'ont pas augmenté. Les messieurs qui résistent contre la corruption, ils achètent les kilos de viande à 10 dinars. Aujourd'hui, il est à 26 dinars. Ils ne peuvent pas résister, c'est fini. Et j'ai résisté 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je tombe dans la corruption comme tout le monde. Donc, oui, donc c'est le système qui est responsable, ce ne sont pas les individus. Bon, je ne suis pas l'avocat du diable. Et donc, les intellectuels arabes, aussi, j'ai fini la lecture du livre de Marzoudi, 354 pages, les journalistes impliqués dans la corruption du système de propagande de Ben Ali. C'est très important, le livre, je l'ai lu. Et j'ai trouvé par exemple des journalistes occidentaux, y compris un grand journaliste suisse, je le vois, rédacteur en chef, il savent vraiment ma dessus. Pourquoi? Parce que je suis tolérant avec un journaliste égyptien, hein, et il n'est pas tolérant avec un journaliste ou un rédacteur en chef suisse. Parce que toi qui gagnes 8 000 ou 9 000 euros, tu n'as pas besoin, tu ne vas pas me dire je veux nourrir ma famille. L'Égyptien, à la limite, il dirait moi je n'arrive pas, c'est une occasion, c'est la pression. Mais par exemple, une analyse sociologique du système de la propagande de Ben Ali, les journalistes occidentaux achetés par Ben Ali sont tous à 100% de la droite, pas de la gauche. Les journalistes, puisque c'est public, maintenant on ne parle pas de secret d'État, hein, puisque c'est publié, les journalistes du Figaro, les journalistes de France 3, des journalistes suisses, un journaliste américain dit donnez-moi de l'argent, je suis prêt à médiatiser Ben Ali, vous allez voir, etc. Juste vous me payez. Des politiques aussi de copain de Sarkozy, de la droite. Il faut être sincère aussi, parce que c'était ma première observation sociologique en analysant ce livre noir, sont des journalistes de la droite. Ça veut dire le fric, que le fric, pas plus que le fric. Donc, voilà, intellectuel n'est pas prophète aussi. Parfois, on a une image hein, de l'intellectuel, messager de Dieu, prophète. Oui, on est du sud dès qu'on le connaît de près. Non, il fait partie du système aussi. Parfois, il quitte le système, il est marginalisé par les médias du système, il essaye, etc. Et chacun a son histoire. Alors, suivons aussi Amara, 30 juin, le rôle de l'armée, le rôle d'Israël et aussi. Bon, Israël, l'Égypte, l'armée.
savez bien, par exemple, Morsi a envoyé sa fameuse lettre à Shimon Peres. On va continuer la collaboration entre les deux pays amis, etc. C'est une lettre, je ne suis pas ici pour faire la guerre à Israël. On est deux pays amis. Ennahda, par exemple, qui est un parti islamiste en Tunisie, il y avait des militants, même au sein de l'Assemblée, qui voulaient, par exemple, interdire la normalisation. Interdire la normalisation avec Israël. Nada disait son on ne veut pas de ça. Ça c'est explicable pour moi. Parce que Nada ne veut pas fâcher Washington. Ici on fâche Israël, c'est on fâche Washington aussi. Okay. Ce qui s'est passé en Égypte, le 30 juin, les frères musulmans en Égypte ne sont pas assez intelligents comme les islamistes tunisiens. Les islamistes tunisiens sont entourés par deux pays qui disent toujours sont laïcs. Là, nous, j'insiste. Moi, j'ai deux partis laïcs, j'ai deux alliés laïcs. Je ne sais pas ce que ça veut dire laïque pour moi, mais j'ai deux partis laïcs. Et je suis prêt à quitter le pouvoir. Et les frères musulmans, non. Le 30 juin, le 29 juin, par exemple, vous trouvez tous les partis politiques, un consensus incroyable en Égypte contre les frères musulmans, y compris les salafistes, Hezb al-Nour salafis, qui représentent 20% au sein du Parlement égyptien. Sont des islamistes, bon, je comprends, c'est islamistes liés à l'Arabie Saoudite, donc les intéressés avec l'Arabie Saoudite, donc on va voter pour les intérêts saoudiens, mais y compris les salafistes et toutes les autres factions politiques, de gauche comme à droite, les gars. Comment? Non, il a fait campagne pour le oui. Oui. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, en plan sociologique, les frères musulmans, c'est vrai, il y a un grand parti, parce que les frères musulmans, pour moi, c'est pas un parti politique, c'est un État-providence, tout d'abord. C'est le welfare state en Égypte. Donc, un grand parti, c'est vrai, le plus fort, le plus grand, mais c'est trouvé en plan politique seul. Seul, sur la carte. Seul, face à des partis politiques différents, consensus contre lui, y compris les islamistes de 20% de Hezb al-Nour, Salafi, et l'armée. L'armée, évidemment, en plan sociologique, quand on parle du pouvoir, finalement, parce que les gens parlent souvent, je pense, sont naïfs, et pensaient que les adhésions, donc le pouvoir va donner le pouvoir à une autre classe, etc. Imaginez-vous en Belgique, parce que la loi de la proximité, là, je ne veux pas m'éloigner, des communistes radicaux qui gagnent les élections. Ça a été le cas avec l'extrême droite à un moment donné. Voilà. Les autres partis se sont liés, même s'ils avaient moins de droit, pour contrer ce parti. Oui. Imaginez-vous, par exemple, je dis, d'ailleurs, on a eu l'expérience en Espagne, la guerra civile espagnole, oui. 1933-1936. La gauche prend le pouvoir élu démocratiquement, l'armée entre et massacre. Je ne parle pas de Chili. Les Américains ont menacé les Italiens en 1973, je pense, parce que les communistes ont gagné. Écoutez, si les communistes forment le gouvernement, nous, on occupe l'Italie militairement. Oui, mais nous, on ne joue pas là. Le macartisme aux États-Unis d'Amérique, vous savez, vous allez aux États-Unis d'Amérique et avant, il y a pour remplir une fiche. Are you terrorist? Yes or no? Are you communist? Yes or no? Je vous explique les enjeux, finalement, c'est des intérêts. Donc, finalement, ne pensez pas que l'armée égyptienne qui a créé sa propre république, ou l'armée algérienne qui a créé l'État algérien, il va donner le pouvoir sociologiquement parlant, parce qu'il y a un pouvoir sociologique qui gouverne en Belgique. Ils peuvent, à partir d'extrême gauche communiste, gagner les élections, mais ils ne passent pas. À Genève, en 1936, l'armée suisse tire contre les manifestants communistes, et ils massacrent et ils blessent, comme l'armée tunisienne ou l'armée égyptienne, n'importe quelle armée. La guerre civile espagnole a coûté 600 000. Oui, mais je pense plus que ce soit le cas maintenant. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a eu des concessions de tout genre. La bourgeoisie occidentale, elle est intelligente, elle a compris, la paix sociale s'achète. Notre bourgeoisie tunisienne ne comprend pas ça. La bourgeoisie égyptienne ne comprend pas ça. La paix s'achète, il faut payer pour cette paix sociale. Donc elle a payé. Aujourd'hui, l'ouvrier allemand, et l'ouvrier n'est pas diplômé, ou l'ouvrier suisse, on ne parle plus, il a sa belle Mercedes neuve qui sort le paquet, il peut passer ses vacances de rêve où il veut, dans n'importe, il a sa propre carte crédit, et il est en bourgeoisie. Parler des prolétaires fatigants qui font 15 heures par jour, c'est fini. Donc, ça a retiré, c'est pour cela aujourd'hui, il n'y a plus de révolution sociale en Occident.
Alors, ce qu'on veut, au moins en Tunisie ou en Égypte, c'est acheter cette paix sociale. Mais nos bourgeois, nos capitalistes, nos grands, ils ne veulent pas payer la facture. C'est mon père, on appelle ça un pot à la source, ça veut dire, il coupe ça directement de votre salaire. Vous n'emplissez pas même la déclaration d'impôt. Et c'est ça la différence, moi je pense. Je pense que le monde arabe va soit au welfare state, et une démocratie avec des concessions, évidemment, soit je pense à une radicalisation, et l'extrémisme, le terrorisme, évidemment, c'est le fruit de cette radicalisation. Eh bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que nous prenons une dernière question ou ça va ou... Alors, une question. Est-ce que selon vous, il y a d'autres raisons économiques qui expliquent l'amitié entre le Qatar et Israël? Le Qatar, il a le complexe, pas le complexe d'Oedipe, mais le complexe d'un tout petit pays minuscule. Parce que le Qatar, c'est quoi le prince quand il est arrivé au pouvoir? C'était un coup d'État contre son père. Son père vit à Genève et lui il prend le pouvoir, influencé par son épouse, Cheikh Hamouza. Le rôle des femmes dans les palais des monarques, c'est très important. L'Arabie Saoudite, le Qatar était toujours dans la poche de l'Arabie Saoudite, a voulu faire un coup d'État, un contre-coup d'État. Ça veut dire à contacter des officiers qatariens, et y compris le père, évidemment, l'ex-monarque, afin qu'il revienne au pouvoir et chasser le nouveau prince. Et c'est là d'où est venu le problème de la création de Jazeera. Et après, dès la création de Jazeera, il a cherché la protection. Il a cherché la protection chez les Américains en les invitant à construire 2 grandes bases militaires, Raïd et Syrie, avec un contrat inimaginable. D'habitude, les pays du tiers-monde donnent des bases militaires contre l'argent. Voilà, les Américains vous offrent $1 million, etc. Non, c'est gratuitement. On ne s'arrête pas là. Hein. Les 2 bases militaires américaines sont les plus grandes dans le Moyen-Orient. Mais aussi, on paye 60% en tant que qatarien de toutes les dépenses de ces bases. Les coûts de ces 2 bases militaires américaines, c'est à 60% payés par les Américains. Payés par les Qatariens. En plus, les Qatariens, comme tous les dirigeants arabes, vous savez bien toujours, le cœur de Washington passe par Israël. Si on est mis à Israël, on peut acheter l'amour et l'amitié de Washington, de quelqu'un de cette façon. Donc, il veut jouer un rôle historique au-delà de ses compétences. Bon, maintenant c'est dégonflé, grâce à la Syrie, c'est dégonflé totalement. Et c'est pour cela, et avec l'hypocrisie de ces journalistes, Al Jazeera, entourés par ces intellectuels, au palais 5 étoiles, vous êtes le prêcheur de la démocratie. Mais il a dit, Ranouchi, ça parmi mes reproches à Ranouchi, je respecte, il a dit que le prince du Qatar, c'est le père spirituel de la révolution arabe. Ah bon? Oui, ça pose un problème éthique. C'est un dictateur, parce que le général Mohamed Abdelaziz lui a dit ça, sortez, je ne veux pas de vous, je ne veux pas de vos dons, de vos aides, etc., puisque vous voulez me donner une leçon de démocratie. Donc ça s'inscrit dans cette logique psychologique, parce que quand on parle des dictateurs et monarques, il faut faire aussi la psychanalyse et la psychologie pour comprendre comment ils pensent, comment ils réfléchissent, etc., parce qu'ils ont des concurrences entre eux aussi, des vengeances tribales aussi entre eux. Et voilà, le prince du Qatar, il pensait qu'Israël, c'était une protection. Je vais chez Israël vient chez moi, donc elle va me protéger plus, et les Américains vont m'aimer plus, je peux jouer un rôle encore plus important dans la région. Alors, une dernière question quand même, pour ne pas vraiment un peu jouer le rôle du censeur, là c'est un peu oui, mais courte et une réponse courte. Oui, bien sûr. C'est léger. Merci. Vous avez parlé de Qatar et son rôle avant la révolution et pendant la révolution, quand même la chaîne Al Jazeera, quand même a aidé quelque sorte la révolution tunisienne. Mais maintenant, beaucoup de gens parlent de rôle de Qatar après la révolution. Donc, et je pense, si ma mémoire est bonne, vous avez parlé de ça, du rôle de Qatar pendant les élections tunisiennes, son soutien pour les Nahda ou les frères musulmans tunisiens.
Mais est-ce que peut-être il y a d'autres qui disent que c'est la diabolisation de Qatar, ni plus ni moins. Al Jazeera et Qatar, surtout Al Jazeera, changent souvent de stratégie. Par exemple, jamais Al Jazeera a critiqué Bachar al-Assad. Il a peur de Bachar. Bachar, c'est un type fort, agressif dans la région. Jamais de Gaddafi. Gaddafi disait j'ai un seul copain et ami, c'est le prince de Qatar. Il le répétait tout le temps. Or, il a été poignardé, si j'utilise le terme, des tribus arabes dans le dos par le prince du Qatar. Les Algériens aussi, ils sont prudents. Je ne dis pas que c'est un mystère, mais ils changent de stratégie. Donc le Jazeera même a changé le cap 180 degrés plusieurs fois. On ne parle jamais de Bachar et d'un coup on attaque Bachar, mais d'une manière pas objective. On ne parle pas de Gaddafi du tout, d'un coup on attaque Gaddafi. On attaque l'Arabie Saoudite, d'un coup on fait une réconciliation, on s'arrête avec l'Arabie Saoudite. C'est fini. Il faut disperser, il n'y a rien à voir. Ces images, on ne va plus les voir. Donc, c'est une politique qui n'a pas de valeur de toute façon. C'est un instrument dans la main d'un dictateur et qu'il aurait peut-être demain, il a un problème où les Américains lui ordonnent de couper avec les frères musulmans, d'attaquer les frères musulmans. Vous allez voir le prince de Qatar et Jazeera qui attaquent les frères musulmans. C'est pas loin. C'est pas impossible. D'ailleurs, ces changements récemment, on parle pourquoi je sais parmi les changements parmi les facteurs qui expliquent le retrait de Hamad et son remplacement par son fils Tamim, c'est qu'il a perdu le pari sur la Syrie. Il a dit ah, là on s'est trompé. Là on a perdu en Syrie, parce qu'ils ont fait ça. Ils sont en direct avec les Américains aussi aujourd'hui le repensent. Parce qu'on ne peut pas ouvrir des perspectives, ça c'est une bonne occasion pour repenser ces perspectives. Les Américains aussi, je pense qu'ils sont en train de repenser leur alliance avec les frères musulmans. La même chose, le prince de Qatar est en train de repenser ses alliances, et peut-être, en tout cas si on reçoit les ordres, je suis sûr et certain, vous allez voir un jour Al Jazeera en train d'attaquer, critiquer les frères musulmans. C'est clair que c'est une chaîne qui n'a pas une ligne éditoriale claire. On me dit qu'elle propage la liberté et la démocratie. Tout sauf ça. Hein? Bien, alors, je vous remercie pour votre attention. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de cette journée qui est un grand succès. Il y a eu un débat très important entre la CVDT et le Centre culturel arabe. Merci pour votre attention et à très bientôt à la prochaine session. Merci beaucoup à nos deux invités, donc M. Sidawi et M. Dimassi, et à M. Mohamed Machi ici, qui a mené ces débats. Et je voudrais bien aussi remercier pas les Qatar ni l'Arabie Saoudite qui ne nous soutiennent pas, et on n'a pas besoin d'eux, mais nous remercions les gouvernements belges, c'est-à-dire la région wallonne, la communauté française, la ville de Liège, la province de Liège, qui nous soutiennent. Ce sont nos partenaires ici, pas les Qatar ni les salafistes. Donc, c'est eux qu'on voudrait bien remercier, c'est grâce à eux qu'on fait des débats démocratiques comme aujourd'hui et que tout le monde a la parole et nous ne sommes pas dans un pays de dictature. Et heureusement. Donc, je vous invite, si on n'a pas votre adresse email ou votre adresse postale, si vous n'avez pas d'email, laissez-nous votre adresse. On va vous envoyer les programmes du centre. Et les centres, c'est votre centre et il doit survivre. Et pour survivre, on a besoin de votre soutien tous. Donc, merci beaucoup.